Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un parcours assez incroyable. On ne parle pas juste d'une carrière, non, c'est une véritable ascension qui dure toute une vie. Imaginez un peu, un voyage qui part de l'anonymat le plus total pour aboutir au statut de légende. C'est ça, l'échelle du chevalier. On a tous en tête cette image un peu romantique, le chevalier dans son armure qui brille. Mais la réalité, elle était beaucoup plus complexe. Alors, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on devenait chevalier, pour de vrai, à l'époque médiévale? Et la réponse, ce n'est pas juste une question de savoir manier une épée. Loin de là. La maîtrise du combat, finalement, ce n'était qu'une petite partie du tableau. Le vrai parcours, c'était un chemin long, vraiment exigeant, qui demandait une discipline de fer, un sens de la stratégie et une obéissance absolue. En fait, il faut voir ça comme une véritable échelle à gravir, une ascension brutale en 9 grandes étapes. Et on va les gravir ensemble, une par une. On commence tout en bas avec le premier échelon, la servitude. Allez, c'est parti. Première partie donc, le chemin improbable d'un chevalier. Et quand on dit improbable, c'est parce que tout commence vraiment très jeune. Le tout premier barreau de cette échelle, c'est la vie de page. Alors un page, c'est un gamin de 7 ans. Imaginez. À 7 ans, un garçon qui était destiné à devenir chevalier était envoyé loin, très loin de sa famille. Il faut se mettre à sa place, ne pas revoir ses parents pendant des années. Mais attention, ce n'était pas du tout une punition. Au contraire, c'était un honneur immense. Une chance que la plupart des enfants de l'époque n'auraient jamais. Et ces journées étaient bien remplies. Les tâches étaient super variées. C'était un apprentissage de tous les instants. Alors oui, bien sûr, il était un serviteur. Il fallait servir le vin, porter les messages, se tenir là, silencieux pendant des heures. Mais il était aussi un élève. Il apprenait les bonnes manières avec la dame du château, le latin avec le prêtre, et il commençait même à s'entraîner au combat, avec des épées en bois évidemment. En gros, la règle d'or c'était être invisible, mais tout voir, tout entendre et tout apprendre. On passe maintenant à l'étape suivante, des années de service et d'acier. Et là, on change complètement de registre. C'est une phase beaucoup plus rude. Le service, c'est fini. Maintenant, place à l'acier. L'enfant devient l'apprenti d'un vrai guerrier. À 14 ans, tout bascule. Le changement est radical. Fini le page qui est au service de toute la maison. Maintenant, il devient écuyer, c'est-à-dire l'assistant personnel d'un unique chevalier. Et souvent un vétéran, un dur à cuire. Les leçons d'étiquette, on oublie. Place à l'apprentissage de la guerre et de la survie. Les épées en bois, à la poubelle, on passe aux vraies armes. Et la vie de cour si tranquille, remplacée par la réalité du champ de bataille. Il faut bien comprendre que la formation d'un écuyer était impitoyable. Vraiment, elle était guidée par une philosophie très simple que le maître chevalier répétait sans cesse. La douleur est le seul professeur qui ne ment jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque erreur, c'était un coup. Chaque faiblesse était sanctionnée immédiatement. La douleur, c'était la leçon. Une leçon permanente sur ce qu'est vraiment la guerre. 30 kilos, voilà le chiffre clé. C'est le poids de l'armure d'acier qu'un écuyer devait apprendre à porter et à maîtriser. Et ça pendant 7 ans. 7 ans à s'entraîner, à bouger, à combattre, à monter à cheval, à se relever après une chute, comme si ces 30 kilos n'existaient pas. C'est plus qu'un entraînement physique, c'est une véritable transformation mentale. Et nous voilà à une étape cruciale, survivre par l'épée. Parce que oui, à 21 ans, après 14 longues années de service, le grand jour arrive enfin. L'écuyer est adoubé chevalier. On pourrait croire que c'est la fin du chemin, la consécration, mais en fait c'est tout le contraire. C'est le début d'une nouvelle lutte, une lutte pour la survie. La cérémonie d'adoubement, c'est quelque chose de très solennel. Imaginez, une nuit entière de prières, puis un serment sacré. Protéger les faibles, servir son Seigneur. Et enfin, il est fait chevalier. C'est magnifique. Sauf qu'il y a un petit problème, voire un gros problème. Il a le titre, il a l'honneur, mais il n'a rien. Pas de terre, pas d'argent, pas de revenus. C'est un chevalier, oui, mais un chevalier sans un sou en poche. Alors, comment on fait pour survivre dans ces conditions? La réponse tient en un mot, les tournois. Ces espèces de batailles simulées, qui étaient souvent ultra brutales, c'était sa seule chance. La seule. C'était là qu'il pouvait prouver ce qu'il valait. Gagner de l'argent, une seule victoire pouvait lui rapporter l'équivalent d'un an de salaire, et surtout, se faire un nom. Le but du jeu, se faire remarquer par un seigneur puissant qui pourrait enfin lui offrir un poste, une certaine stabilité. C'était sans doute la période la plus dangereuse de toute sa vie. Ok, donc notre chevalier a survécu au tournoi. Après des années à risquer sa peau, il arrive à un tournant. Le moment où le simple guerrier peut enfin espérer devenir un vrai chef, un commandant.
Et là, parfois, sur un vrai champ de bataille, cette fois, un seul moment, un seul acte de génie pouvait absolument tout changer. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'était pas toujours une question de bravoure pure. C'était souvent une question d'intelligence tactique. Une manœuvre audacieuse, un coup de génie qui renverse le cours d'une bataille, et hop, ça pouvait attirer l'œil du roi en personne. Et là, une destinée pouvait basculer. Cette promotion, elle était à la fois symbolique et très concrète. C'était le roi lui-même qui venait couper la pointe du fanion, le pennon, du chevalier pour en faire une bannière bien carrée. C'était un signe hyper fort. Ça voulait dire, tu n'es plus un simple combattant qui se bat sous la bannière d'un autre. Tu es maintenant un chevalier bannéré, un commandant, et tu as le droit de mener tes propres hommes, sous ta propre bannière. Bon, on arrive tout en haut de l'échelle là, les derniers échelons. C'est ici que la seigneurie et le statut de légende attendent. Enfin, pour ceux qui ont réussi à survivre à tout ça. Et à partir de là, l'ascension finale peut être fulgurante. D'abord, pour sa loyauté, le roi peut lui confier un château royal. Il devient châtelain. Puis, étape suivante, il est fait baron. On lui donne des terres, un vrai titre de noblesse. Ses succès militaires continus peuvent même l'élever au rang de comte, ce qui fait de lui un des hommes les plus puissants du royaume, un conseiller du roi. Et enfin, le sommet du sommet, le statut ultime, celui dont tout le monde rêve, champion du royaume, une légende vivante, le bras droit du roi. Mais même quand on est tout en haut, une vie passée à faire la guerre, ça laisse des traces, forcément. Il y a ce vieil adage du guerrier qui dit « Les cicatrices font mal en hiver, le bras qui tient l'épée est plus lent ». C'est une façon de dire que le corps n'oublie pas. Il vieillit, les vieilles blessures se réveillent. La légende reste un homme. Et le temps, lui, finit toujours par rattraper même les plus grands des héros. Alors voilà, quand on regarde tout le parcours, depuis ce petit garçon de 7 ans qui servait du vin, arraché à sa famille, jusqu'à cette légende gravée dans la pierre, ce seigneur surpuissant dont on chantera les exploits pendant des siècles, il y a une question qui reste en suspens. Une question toute simple en fait. Est-ce que ça en valait le coup ? Pour atteindre un tel statut, pour devenir une légende, est-ce que tous ces sacrifices, toute cette douleur, toute cette violence en valaient vraiment la peine ? C'est une question qui, je crois, résonne encore aujourd'hui.